Salut à toi, prêt pour une nouvelle deep dive. Carrément. Aujourd'hui, on se penche sur la Saucony Ride 18, Ah oui. la toute nouvelle chaussure de running qui fait parler d'elle en 2025. Mhm. Tu veux comprendre ce qui la rend spéciale et où elle se situe sur le marché. Oui. Alors, on va décortiquer ensemble l'article de Nicolas Coureur, expérimenté et auteur sur le site Athlé Expliqué. À te l'expliquer, Nicolas Sensox. Nicolas est vraiment pointu dans ses analyses. Exactement. Et il a vraiment mis la chaussure à l'épreuve. Au que sèche chaude mouillée, il a même osé quelques sentiers. Dis-moi la Ride 18 Révolution ou simple évolution? Alors, Nicolas rappelle que la gamme Ride a toujours cherché cet équilibre entre amorti et polyvalence, Oui. et la 18 ne déroge pas à la règle. Par contre, la version 2025 a subi une cure d'amincissement, 267 grammes pour une taille 42. Ça commence à devenir intéressant. C'est vrai que c'est assez léger. Il mentionne la nouvelle mousse, Pedwire Iron Plus, comme étant 10% plus réactive. Oui. Concrètement, qu'est-ce que ça change pour un coureur lambda comme moi? C'est là que le TPU entre en jeu. À la différence de la mousse EVA standard, le TPU utilisé dans la PWR RRN Plus offre un meilleur retour d'énergie. D'accord. Tu devrais ressentir plus de dynamisme à chaque foulée sans effort supplémentaire. En plus, elle est conçue pour les coureurs jusqu'à 4,5 kg, avec un retour d'énergie de 15% et une durée de vie accrue de 25%, soit environ 1000 km. Waouh, 1000 km. Nicolas n'y va pas de même mode dans ses tests. Il parle d'une sortie de 30 km sous une pluie fine. Ah oui. Et il a été bluffé par la stabilité latérale de la chaussure, même dans les virages serrés. C'était assez surprenant pour une chaussure neutronant. C'est vrai que les modèles neutres sont rarement réputés pour leur stabilité. Il faudrait creuser un peu plus l'article de Nicolas pour comprendre ce qu'il explique cette performance. Peut-être un nouveau design de la semelle fait. En tout cas, c'est un point fort indéniable. Parlons justement de la semelle. La XT900 a été retravaillée, Oui. avec des rainures de flexion plus larges. Et Nicolas alerte sur son adhérence sur sol mouillé. Apparemment, on perdrait 30% d'accroche sur les pavés humides. Pas très rassurant. C'est un compromis à prendre en compte, oui. Nicolas conseille d'ailleurs de porter des chaussettes techniques Drymax pour compenser ce manque d'adhérence en hiver. Mais il est vrai que si tu cours souvent sur sol mouillé, d'autres modèles pourraient être plus adaptés. Nicolas a justement préparé un tableau comparatif entre la Ride 18 et son ancêtre, la Ride 17. Oui. Première chose qui saute aux yeux. Le poids, on en a déjà parlé. Mais la hauteur de la semelle a aussi légèrement augmenté, passant de 34 mm à 35 mm de talon. Est-ce que ça a un impact significatif sur l'amorti? Oui, même une petite augmentation peut faire la différence. Plus de mousse, c'est plus d'amorti en théorie. Après, il faut voir comment la chaussure gère le dynamisme avec cette semelle plus épaisse. C'est là que le test de Nicolas avec les fractionnés devient intéressant. Il a couru 10 fois 400 mètres à 3,45 min-km. Oui. Et d'après lui, le rebond de la PWR RRN Plus était suffisant pour maintenir l'allure sans forcer. Pas mal, hein? C'est plutôt encourageant. Ça confirme que la chaussure est capable de répondre aux besoins des coureurs qui cherchent à la fois du confort et de la performance. Niveau confort, parlons de la tige 4M Fit. Nouvelle conception, nouveau mesh. Nicolas vante sa respirabilité et son ajustement seconde pouls. Sur Reddit, les utilisateurs confirment notamment ceux qui ont les pieds étroits. Ils adorent le système de lassage qui permet un maintien vraiment personnalisé. C'est une bonne nouvelle pour ceux qui galèrent à trouver chaussures à leurs pieds littéralement, mais il y a un chic, la fameuse toe box. Apparemment, elle serait un peu étroite. Ah oui, Nicolas mentionne le cas d'un testeur de runner qui a eu une mauvaise surprise après 15 km de course. Pression sur l'articulation du gros orteil, pas très agréable. Heureusement que Saucony propose une version wide. Ça permet d'élargir la gamme et de toucher un public plus large avec différentes morphologies de pieds. C'est clair? Bon, on a déjà bien décortiqué la chaussure en elle-même. Nicolas liste 3 raisons principales de choisir la Ride 18. La première, c'est sa polyvalence extrême. Footing, lent à 5 km en sous-seuil. À 4,15 km, elle serait capable de tout encaisser. Tu confirmes? C'est ce que Nicolas affirme, et ça semble cohérent avec les tests qu'il a effectués. C'est un argument de taille pour les coureurs qui ne veulent pas investir dans plusieurs paires de chaussures. Une seule pour tout faire, c'est Tantanzai. Deuxième raison, la durabilité premium. On a déjà parlé des 1000 km promis par Saucony. Nicolas a fait le calcul. 0,15 € par kilomètre contre 0,25 € en moyenne pour les modèles concurrents. Plutôt économique, non? Effectivement, sur le long terme, ça peut faire une belle différence. Surtout pour les coureurs qui avalent les kilomètres chaque semaine. Et enfin, la troisième raison, c'est l'éco-responsabilité. 30% de matériaux recyclés. Certification, Standard Sound by Okotaxis. Saucony semble avoir fait un effort sur ce point. C'est de plus en plus important pour les consommateurs, et c'est tant mieux. Voir une marque comme Saucony s'engager dans cette voie, c'est un signal positif pour l'avenir. Avant de passer aux alternatives à la Ride 18, j'aimerais qu'on s'arrête quelques instants sur ce point.
L'éco-responsabilité. Est-ce que Saucony est vraiment un pionnier en la matière? Comment se situe-t-il par rapport aux autres marques? C'est une excellente question. On pourrait comparer les initiatives de Saucony avec celles d'autres géants du running comme Nike ou Adidas. Il faudrait aussi se pencher sur l'impact réel de ces matériaux recyclés sur la durabilité de la chaussure. Est-ce un simple argument marketing ou une réelle avancée écologique? Intéressant. On garde ça en tête pour la suite de notre deep dive. Mais pour l'instant, je te propose qu'on explore des alternatives à la Ride 18. Nicolas en a sélectionné 3. La New Balance, 893, la Brooks Ghost 15 et la Hoka Clifton 9 prêt pour une petite comparaison photo. Carrément, j'ai hâte de voir ce qu'il en dit. Allons-y. Nicolas a regroupé les caractéristiques principales dans un tableau, ça nous donne une bonne base pour comparer. Commençons par la New Balance 893. Oui, Elle est réputée pour son confort et sa stabilité, avec un amorti plutôt moelleux grâce à la mousse Fresh Foam. c'est un bon point pour les coureurs qui cherchent à protéger leurs articulations sans sacrifier le dynamisme. Mais est-ce qu'elle est aussi polyvalente que la Ride 18? Nicolas a testé les deux sur différents types de séances d'entraînement. Alors la Huskron V13 excelle plutôt sur les footings longs à allure modérée. Pour des séances plus rapides ou du fractionné, elle risque de manquer un peu de peps par rapport à la Ride 18. Par contre, elle a un avantage de taille, sa tomox est plus large. Souviens-toi, on parlait du problème de Ride 18 à ce niveau-là. Ah oui, c'est vrai. Donc pour les pieds larges, la Huskron V13 pourrait être une meilleure option. Exactement. Nicolas l'a recommandé hier spécifiquement aux coureurs qui ont besoin d'espace au niveau des orteils. Il faut dire que la toe box étroite est un problème récurrent chez Saucony, même si la version wide de la Ride 18 essaie de corriger le tir. Passons à la Brooks Ghost 15. Elle se démarque avec sa mousse DNA OOFT qui s'adapte au poids et à la foulée du coureur. C'est de l'amorti sur mesure. C'est la grande force de la Ghost 15. Le confort personnalisé, la mousse DNA Holo FT est vraiment unique en son genre. Et en plus, elle est dotée du Segmented Clash Pad, une semelle qui fluidifie la transition talon-orteil. Nicolas l'a décrit comme une chaussure ultra fluide agréable à porter sur tous les types de distances. Intéressant. Mais est-ce qu'elle offre un retour d'énergie comparable à la Pedway Air RN plus de la Ride 18? D'après Nicolas, la Ghost 15 mise plutôt sur la douceur et la fluidité que sur le dynamisme pur. Elle est parfaite pour les coureurs qui privilégient le confort sur les longues distances, mais pour des séances plus rapides, la Ride 18 pourrait avoir un léger avantage. Et pour finir, la Hoka Clifton 9, impossible de la confondre avec son look massif et ses semelles XXL. Elle semble idéale pour les coureurs qui cherchent un maximum d'amorti. C'est exactement ça. La Clifton 9 est ailée, référence en matière d'amorti maximal. Elle utilise une mousse EVA classique mais très efficace. Nicolas la conseille pour les ultramarathons, les longues sorties d'entraînement, bref, tout ce qui demande une protection optimale des articulations. Par contre, avec une semelle aussi épaisse, j'imagine qu'on perd un peu en dynamisme et en sensation du terrain. C'est le compromis à faire, oui. La Clifton 9 est une chaussure confortable, protectrice, mais elle n'est pas conçue pour la vitesse. Nicolas la compare à un nuage, on est bien dedans, mais on est un peu coupé du sol. D'accord, je comprends mieux le positionnement de chaque modèle, mais au final, quel est le verdict de Nicolas King? Laquelle de ces chaussures mérite le titre de meilleure alternative à la Ride 18 Mert? Difficile de choisir une seule gagnantée. Chaque chaussure a ses atouts et ses faiblesses. Tout dépend de tes priorités en tant que coureur. Si tu cherches un maximum de confort et de protection, la Hoka Clifton 9 est imbattable. Si tu privilégies la polyvalence et un bon retour d'énergie, la Ride 18 reste une valeur sûre. Et si tu as besoin d'espace au niveau des orteils, la New Balance 8.5 Uluforza 13 est une excellente option. C'est clair. Il n'y a pas de chaussure universelle. Il faut choisir celle qui correspond le mieux à sa pratique et à sa morphologie. Avant de conclure notre analyse, j'aimerais qu'on revienne sur un point qu'on a évoqué plus tôt. L'éco-responsabilité, Nicolas mentionne que la Ride 18 est fabriquée avec 30% de la matériau recyclé, mais est-ce vraiment suffisant pour la qualifier de chaussure éco-responsable? C'est une question complexe qui mérite d'être approfondie. 30% de matériaux recyclés, c'est un bon début, mais on peut légitimement se demander si Saucony ne fait pas un peu de greenwashing. Il faudrait comparer leur démarche avec celle d'autres marques et surtout analyser l'ensemble du cycle de vie de la chaussure de sa fabrication à son recyclage. Tu as raison. L'éco-responsabilité ne se limite pas à l'utilisation de matériaux recyclés. Il faudrait aussi se pencher sur les conditions de travail dans les usines de production, l'empreinte carbone liée au transport des marchandises, etc. Exactement. Il y a tout un tas de critères à prendre en compte pour évaluer l'impact environnemental d'une chaussure de running. On pourrait même se demander s'il est vraiment possible de produire une chaussure 100% éco-responsable sans faire de compromis sur la performance ou le confort. C'est une réflexion intéressante. On pourrait imaginer un futur où les chaussures de running seraient conçues à partir de matériaux biodégradables, cultivés localement, et assemblés dans des usines alimentées par des énergies renouvelables. Un rêve. Qui se sait? L'innovation est en marche et de plus en plus de marques s'engagent dans une démarche responsable.
La Ride 18 est peut-être une première étape vers un futur plus vert pour le running. En attendant, on peut déjà saluer l'effort de Saucony et espérer que la tendance se confirme dans les années à venir. Mais revenons à notre analyse de la Ride 18. Nicolas a conclu son article en donnant son verdict final. Meilleure chaussure d'entraînement polyvalente de 2025. Qu'est-ce qui justifie ce titre à ton avis? Nicolas met en avant la combinaison unique d'amortis intelligents, de durabilité exceptionnelle et de rapport qualité-prix imbattable de la Ride 18. Il la recommande aux coureurs qui recherchent une chaussure capable de tout faire des footings, lent aux séances de fractionnés, sans se ruiner. C'est vrai qu'elle coche pas mal de cases. Mais il ne faut pas oublier les points faibles qu'on a relevés, notamment la toe box étroite et l'adhérence limitée sur sol mouillé. Tout à fait. Avant de se précipiter sur la Ride 18, il faut bien peser le pour et le contre. Nicolas conseille d'ailleurs de l'essayer en magasin avant de l'acheter et d'envisager l'utilisation de chaussettes techniques pour améliorer la traction sur sol humide. Des conseils judicieux. Finalement, la Ride 18 est une chaussure qui divise. Elle a de nombreux atouts, mais aussi quelques défauts importants à prendre en compte. C'est le cas de beaucoup de modèles. Il n'existe pas de chaussure parfaite. Il faut choisir celle qui correspond le mieux à ses besoins et à ses priorités. Exactement. Et pour t'aider à faire le meilleur choix, on a décortiqué l'article de Nicolas, analysé les caractéristiques de la Ride 18 et comparé ses performances avec celles de 3 modèles concurrents. J'espère que cette deep dive t'a permis d'y voir plus clair et de mieux comprendre les enjeux du choix d'une chaussure de running. Tiens, en parlant d'écouter ses pieds, Nicolas a glissé une petite anecdote amusante dans son article. T'as bossé. Il a testé la Ride 18 sur différents types de terrains et même sur les sentiers. Attends, la Ride 18 sur les sentiers pro. Ce n'est pas vraiment une chaussure de trail, si je me souviens bien. Exactement. Mais Nicolas est comme ça. Il aime bien pousser les produits dans leur retranchement pour voir ce qu'ils ont dans le ventre. Verdictaire. Il a été agréablement surpris et il dit que la Ride 18 offre une bonne accroche sur les chemins secs et roulants. C'est plutôt cool pour les coureurs qui aiment s'aventurer hors des sentiers battus de temps en temps. Oui, mais attention, Nicolas précise bien que la Ride 18 n'est pas faite pour le trail technique avec des terrains très accidentés. Bien sûr, il ne faut pas oublier que c'est une chaussure de route avant tout. Mais pour des petites escapades sur des sentiers faciles, elle peut faire l'affaire. C'est bon à savoir. Ça confirme la polyvalence de la Ride 18. Avant de clôturer notre deep dive, j'aimerais revenir sur un point que tu as soulevé tout à l'heure, l'impact environnemental de la chaussure. Oui, c'est vrai, on a beaucoup parlé des matériaux recyclés, utilisés par Saucony, mais est-ce que c'est suffisant pour faire de la Ride 18 une chaussure réellement éco-responsable? C'est la grande question. 30% de matériaux recyclés, ce n'est pas dans la bonne direction, mais on peut se demander si ça ne relève pas un peu du greenwashing. C'est vrai que certaines marques en font des tonnes sur l'écologie, alors qu'au final, leur impact reste négatif. Exactement. Il faut creuser un peu plus, analyser l'ensemble cycle vie de la chaussure, la production, le transport, la fin de vie. Et comparer la démarche de Saucony avec celle des autres marques Kimon, il y a sûrement des choses à apprendre des initiatives des uns et des autres. Tout à fait. Et puis au-delà des matériaux, il y a aussi la question des conditions de travail dans les usines de production. Oui, c'est un aspect important qu'on ne peut pas ignorer. Une chaussure éco-responsable, ça doit aussi être une chaussure éthique. En fin de compte, l'éco-responsabilité, c'est un ensemble de petits gestes et de choix éclairés à tous les niveaux. On est encore loin d'une industrie du running 100% verte, mais il est des progrès encourageants. Et des initiatives inspirantes. Certaines marques commencent à expérimenter avec des matériaux biodégradables, des procédés de fabrication plus propres. Qui sait, peut-être que dans quelques années, on aura des chaussures de running cultivées localement et assemblées dans des usines zéro carbone. On peut rêver là. En tout cas, c'est une belle perspective pour l'avenir. On a bien exploré la Saucony Ride 18, on a décortiqué ses caractéristiques, analysé ses performances, comparé ses avantages et ses inconvénients. On a aussi ouvert le débat sur l'éco-responsabilité dans l'industrie du running. J'espère que cette deep dive t'a donné envie d'en savoir plus et de te forger ta propre opinion sur la Ride 18. N'hésite pas à consulter l'article complet de Nicolas sur Athlé, expliquer et à partager tes impressions avec nous. On est toujours curieux d'avoir ton avis. En attendant, on te souhaite de bonnes courses et surtout, prends soin de tes pieds.